tous, bienvenue à l'émission Décryptage. Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur Msaali Jamal, sociologue qui est écrivain aussi. Nous allons parler d'une notion qui nous est très importante, qui nous a à cœur, qui est la notion d'exode. Monsieur Msaali Jamal, la notion exode, ça vous évoque quoi? La notion d'exode, ça évoque beaucoup de choses parce que c'est une notion effectivement qu'on peut considérer comme une notion moderne liée au conflit, liée à l'urbanisation des sociétés modernes, des sociétés actuelles. Mais quand on regarde un peu plus près, cette notion remonte un peu à une époque très ancienne. À l'Hijra, par exemple, c'est une forme d'exode. Ouais. C'est-à-dire le départ de le prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. Tout à fait. Donc, constitue une forme d'exode. En 632. Voilà. Ce n'était pas un exode qu'on peut le voir, le vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle, que sais-je encore, mais en tout cas, c'était une forme d'exode. Bien. Alors, ça évoque quoi? On peut trouver, par exemple, dans le cadre de Comores, un exode rural, des gens qui partent des campagnes vers les villes. Cela s'explique aux inégalités économiques entre les cités, les villes urbaines et les villes rurales. C'est qui évoque aussi l'abandon des... Il y a des conséquences, effectivement. Donc, qui évoque l'abandon des travaux champêtres, permettez ce mot, vers les tâches, les fonctions salariales. Donc, tout cela... Mais il y a deux formes aussi d'exode. Il y a ce qu'on appelle l'exode intellectuel, urbain. D'accord. Donc des gens qui quittent les villes pour aller vers les campagnes. Donc c'est-à-dire il y a un mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on appelle en géographie la conurbation. Tout à fait. Le premier exode rural concerne les gens les plus aisés, les plus dominés économiquement, voire même intellectuellement, culturellement. Et le deuxième, l'exode rural, concerne les gens les plus aisés, les plus moyennisés, si j'ose dire. Donc, voilà, on peut constater aussi, en France par exemple, il y a ce qu'on appelle l'exode urbain. Autant les classes sociales veulent aller s'insérer dans l'espace urbain, au centre de ville, autant les gens le mieux nantis veulent sortir de cet enfer pour eux, qui mélange autant du monde, pour aller vers les Moi, quand j'ai décidé de ce sujet, c'est-à-dire l'exode, moi, c'est parti d'un constat personnel, c'est-à-dire nous qui sommes issus des îles, je sais pas, notamment des Comores, on a vu quand même des villes se vider, c'est-à-dire des régions entières, je sais pas, se vider de ces éléments dynamiques. Donc ce phénomène nous inquiète tous, c'est-à-dire nous qui sommes un peu à l'extérieur, qu'on voit les gens venir, les gens qui dynamisent un peu le territoire. Donc comment jugez-vous un tel phénomène? D'abord, quand on parle d'exode en Afrique, il y a deux vertus. Il y a un risque et une vertu. La vertu d'abord. La vertu, c'est que cet exode marque en tout cas le primat de l'individu. C'est-à-dire que l'individu, nous, on a l'habitude de voir les individus attachés à leur terroir. On se définit par rapport à son terroir. On est né dans un terroir, on grandit dans un terroir, on meurt dans un terroir. Donc, il y a l'exode. L'exode vient rompre, c'est-à-dire opérer une transgression et opérer un nouveau rapport entre l'individu et son origine. Donc, on se détache de ses racines, on peut trouver sa propre liberté et éventuellement son autonomie. C'est vrai pour les femmes. On voit par exemple des femmes qui vont à Dar es Salaam, qui vont à Dubaï. Elles se détachent de leur... Donc, c'est ça la vertu de l'exode. Alors, le risque. Le risque, c'est que... C'est l'appauvrissement du terroir. Effectivement, on peut considérer cela, mais je pense que le risque, c'est ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, ce qu'on appelle le départ des cerveaux. C'est-à-dire que ceux qui ont un capital culturel plus élevé, eh bien partent. Parce qu'il y a, dans l'exode, il y a deux phénomènes aussi, en tout cas en ce qui concerne aussi la liberté des individus. Et parce que autant il y a l'exode, effectivement, qui donne à l'individu son autonomie, sa liberté,
Mais autant aussi cet exode, c'est-à-dire les gens qui partent des villes pour aller, qui partent des villages, par exemple, plutôt pour aller vers les villes, n'a pas amenuisé, en tout cas, le contrôle social. C'est-à-dire, la tradition est autant plus forte. Il y a ce qu'on appelle un transfert culturel. Ça se voit, par exemple, à Marseille, où l'on dit que les Comoriens sont partis en France et en espérant qu'ils vont essayer d'emprunter les valeurs occidentales, les valeurs d'autonomie, les valeurs de liberté, d'émancipation, donc détachement donc vis-à-vis de la tradition. Or, ce qui est dit, justement, ou c'est le contraire de ce que l'on dit. C'est-à-dire, si vous dites le contraire, vous voulez dire que les gens qui viennent des Comores, qui sont souvent à Marseille, supposons, ils reproduisent en paix ou bien ils translatent en paix ce qu'ils avaient au pays, à Marseille, c'est-à-dire au lieu d'embrasser quelques valeurs du pays hôte. Oui, mais il faut souligner que il y a plusieurs types d'immigrants, puisqu'il s'agit de cela, qui opèrent un rapport toujours fidèle, permanent, continuel avec l'héritage, avec les traditions qui sont beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les immigrants, ce n'est pas tous les Comoriens qui entretiennent ce rapport-là. On peut trouver des gens, effectivement, qui vivent leur comorianité d'une façon équilibrée, épanouie, harmonieuse, sans pour autant garder un ancrage plus fort, dominante dans leur quotidien. Mais qui sont-ils alors, les immigrants comoriens qui gardent par un transfert culturel leur comorianité, leur héritage, leur tradition, qui conduisent même à leur choix, à leur goût, à leur manière d'être, à leur agenda, etc. Donc ce sont des Comoriens, bien évidemment, qui sont, pour la plupart, vous me permettez le terme, issus des villes rurales des Comores, mais on peut trouver des gens qui sont issus de villes urbaines, mais qui vivent bien leur comorianité sans pour autant garder un ancrage étouffant. Mais vous savez aussi, quand on est, c'est-à-dire, moi je utilisais un terme géographique, bien sûr, parce que quand on parle d'exode, c'est avant tout un terme géographique qui désigne le départ du village vers la ville pour aller rechercher la meilleure vie. Mais quand on parle aussi d'exode, permettez-moi de prendre en paix la comparaison climatique, c'est-à-dire quand un Alizé quitte le Quator, il devient mousson, c'est-à-dire, vous voulez dire que le Comorien qui quitte en paix son île natale pour venir s'installer en Europe, notamment en France, doit couper un peu la queue dès qu'ils arrivent ici pour ne pas vraiment garder des liens, je dirais, un peu pathétiques. Non, c'est long. Vous savez, les individus vivent selon leur prédisposition, selon leur manière qui leur permet de mieux vivre, de s'insérer dans la société, de vivre quotidiennement contre l'angoisse du temps. Et chacun a son identité, a sa trajectoire, son histoire propre. Et bien, ce que je dis, je lis un certain Alfred Schutz qui a travaillé, qui lui-même immigré, immigré européen, effectivement, qui a vécu dans d'autres villes, dans d'autres pays que son pays, et qui y a fait une étude. Moi-même, je l'ai emprunté pour faire. Eh bien, tes façons de parler, de penser, de présenter, les images mentales disparaissent, deviennent impertinentes, ne deviennent pas pertinentes. Parce que tu quittes les Comores pour aller dans un autre pays où le climat est différent, la structure architecturale différente, donc les manières habituelles de penser deviennent problématiques. Donc il faut se réadapter, il faut emprunter en essayant de faire un effort d'équilibrage et d'ajustement pour qu'il n'y ait pas effectivement une rupture totale ou au contraire un attachement profond et complet. Il faut se réadapter et tout est possible parce que on ne vit pas dans le même groupe que notre groupe actuel. Alors, est-ce que ça c'est bien de faire ce réadaptage, de ce réajustement? Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas mauvais en soi. D'accord. Un des animateurs, bien des chroniqueurs célèbres ici en France, qui s'appelle Éric Zemmour, quand il s'agit d'exode, par rapport à ce qu'on parle ici, c'est-à-dire on peut parler aussi des gens qui sont venus du pays ou bien des Comores vers la France. Donc ces gens-là, ils sont, je sais pas,
ils heurtent à des problèmes d'intégration, comme on dit. Donc, est-ce que vous pensez, comme Eric Zemmour, comme quoi ces gens-là, ces migrants-là, qui viennent ici, doivent s'impliquer, s'imprégner dans la culture du pays, je sais pas, d'adoption, c'est-à-dire notamment l'assimilation, l'intégration à outrance? Il faut savoir que l'exode a une vertu, une vertu de circulation des idées. Hein. C'est à partir des exodes qu'il y a eu des ports. On sait que les ports, c'est dans des... il y a Vienne, il y a Hambourg, il y a Gênes. etc. Ce sont des villes lumières, des villes où l'humanisme a été éclatante et l'économie florissante, tout simplement parce qu'il y a eu l'exode. Et à partir des exodes, il y a eu des ports. Les ports est synonyme de cela, d'ouverture, d'humanisme, mais aussi de détachement, du détachement en même temps d'emprunt et d'apport. Et donc, effectivement, il ne s'agit pas, quand il s'agit d'un exode des Africains ou d'une immigration africaine ou, je ne sais pas, nord-américaine, donc il ne faut pas qu'il y ait effectivement une coupée totale, mais il ne faut pas qu'il y ait un ancrage total. Il faut qu'il y ait cet équilibre. Cet équilibre parce que l'individu, c'est ça. L'individu, il part de chez soi, mais il va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, la solidarité. La solidarité humaine, elle n'est pas forcément dans des domaines économiques, une relation de domination parfois, parce que la solidarité peut être basée sur une domination, un rapport d'inégalité. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Donc, quand il s'agit de donner et de recevoir, il y a quand même, c'est une forme d'inégalité. Donc, même dans ce que l'on dit solidaire, il y a parfois l'insolidarité. Alors, mais dans la solidarité, c'est quoi? C'est l'apport des goûts, l'apport des saveurs, l'apport des idées, l'apport des odeurs. Voilà, c'est ça ce qui fait. Ne pas se couper totalement, mais ne pas être fidèle totalement. Apporter, recevoir. C'est ça, je pense, que la dimension humaine qu'on peut trouver dans l'Exode. Ah, d'accord. Donc, revenons dans la notion même de l'Exode, c'est-à-dire parlons un peu d'immigration, même si dans Exode il y a une immigration. Effectivement. Mais je ne voulais pas qu'on parle d'immigration parce que c'est un sujet qui très vaste. Oui, très vaste, qui est sujet à des tensions, à des vices, à des passions. Donc voilà. Quand on parle d'Exode de la population comorienne, sachant que, comme vous l'avez dit, le port synonyme d'ouverture et de tolérance, nous-mêmes, Comoriens, on vient d'un port, parce que pour moi, le Comore, c'est un port. C'est-à-dire un port qui relie trois civilisations. La civilisation arabo-musulmane, la civilisation indo-européenne et la civilisation africano-mélanésienne. Comment expliquez-vous? Est-ce que voilà, on est prédisposé à habiter dans des pays comme ça, c'est-à-dire on devient tolérant? Est-ce que le Comorien, en tant que Comorien, de nature, il doit devenir tolérant? En général, les Comoriens donc, sont prédisposés à accepter toute contingence sociale, accepter les nouveautés. Mais il y a quelque chose qui brouille un petit peu cette acceptation complète ou équilibrée, c'est les traditions comoriennes. Les traditions comoriennes, ce sont des traditions très très fortes et étouffantes. Tellement que parfois l'individu n'arrive pas, qu'il soit à capital culturel élevé ou faiblement élevé, mais l'individu, je parle du Comorien bien entendu, n'arrive pas à se détacher de ces traditions. C'est ça, mais en général, les Comoriens sont, de par leur situation géographique, de part qu'ils sont issus d'un port, l'on sait que le port, c'est synonyme d'ouverture, de tolérance, d'humanisme, d'emprunt culturel, mais quand même, il y a quelque chose qui coince, qui étouffe l'individu, qui brouille un petit peu cet humanisme des Comoriens naturels. Donc, ce sont les traditions. Si on arrive effectivement à réformer les traditions, pas les annihiler, bien entendu, parce que ça pourrait produire beaucoup d'inégalités, parce que vous savez, dans les traditions, bien qu'elles étouffent la femme, bien qu'elles étouffent l'individu, mais elles donnent un peu d'espoir à ceux qui n'ont pas d'autres espaces de vivre et de donner sens à leur existence. Donc c'est ça la notion. Mais quand on parle de ces traditions-là, il y a ceux qui disent que la tradition comorienne, c'est aussi une tradition démocratique, parce que, prenons celui qui fait le grand mariage, c'est-à-dire une institution qui fait qu'on peut prendre la parole, ou bien on peut devenir quelqu'un. Donc disons que voilà, à travers ceux qui sont faiblement dotés en capital culturel ou économique,
Mais dès qu'ils font je sais pas, le grand mariage, ils peuvent prétendre, je sais pas, à ces rangs. Donc c'est un système aussi émancipatrice aussi. Oui, sur certains points de vue, émancipatrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'on peut trouver même dans donc cette, compétence, parce que c'est une forme de compétence quand même, de pouvoir tirer profit d'un système qui en général étouffe, et de cet étouffement, on en tire profit. Mais on peut trouver que, eh bien entendu, vous savez, j'aime bien l'expression de Karl Marx qui a dit des fois, les dominants est dominé par sa domination. Donc, donc plus vous êtes dominant, et plus vous êtes dominé parfois cette domination, un peu comme l'héritage, les héritiers. Hein, les héritiers, par exemple, c'est une charge très très lourde, domination étouffante, annihilant l'individu, parce qu'il faut beaucoup entretenir les châteaux, il faut beaucoup du temps, il faut beaucoup de soins pour entretenir cet héritage, cette richesse. Donc, parfois, la domination domine celui qui la domine. Aussi bien aussi, c'est pour dire quoi au fond? Les individus, les gens pensent que dans les traditions, ils en tirent un profit symbolique, un pouvoir, mais je pense qu'ils contribuent à leur propre domination. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que après une étude faite, eh bien plus des enfants issus de familles coutumisées, fortement fidèles aux traditions, ne réussissent pas bien dans le milieu culturel, intellectuel, voire même professionnel. Parce que, eh bien, ils investissent beaucoup dans les investissements traditionnels autant que les investissements professionnels et profanes. Et ça, je pense que ça crée un effet inverse de ce que l'on attend. Pour conclure, c'est-à-dire sur la thématique d'aujourd'hui de l'Exode, que diriez-vous aux exodés ou bien aux déplacés comoriens en général qui sont en France pour chercher à la recherche du bien-être, de l'épanouissement, de la science, de la liberté et même du portefeuille? Que direz-vous à ces gens-là pour que l'Exode devienne quelque chose? Il faut d'abord que cet exode ne devienne pas exil. Je ne sais pas si exil s'installait définitivement, mais son accession s'approche en tout cas de cela. Exode, ça veut dire c'est quitter. Quitter pour aller quitter son territoire, quitter son origine. Parfois, on peut quitter son territoire à cause de la guerre, des conflits, parce qu'on est persécuté, parce qu'on n'arrive pas à pratiquer sa religion, parce qu'on n'a plus de liberté. Et l'exode des Comoriens, c'est forcément et souvent lié à des raisons économiques. Vous savez, ce besoin-là économique sont produits. Sont produits par quoi? Par ce que l'on voit. Mais en général, si on se satisfait de ce que l'on a, je pense qu'il y aura besoin d'exode. Mais bien que l'exode, moi j'embrasse, j'enchante ce terme exode, parce que exode c'est ça, c'est l'humanisme. L'avenir de l'humanisme, l'exode, hein, le déplacement. Vous savez, même ça a été encouragé par le Coran dans un verset qui disait que voilà, partez pour aller voir comment les autres vivent. Donc est-ce que chez le Comorien, il n'y a pas cette volonté aussi? Oui, à condition qu'on fait l'exode, on se déplace, on se détache de son origine, de son terroir, non pas pour aller quitter complètement son terroir, mais il faut revenir. Il faut qu'il y ait cette notion de déplacement avec l'idée de retour. Parce que c'est là où il y a la vertu de l'exode. Mais quand l'exode devient définitif, on perd le sens de l'exode. Parce que l'exode, voilà, je vais là-bas, mais je reviens. Je vais me ressourcer, mais je reviens. Je vais apprendre, mais je reviens pour apporter quelque chose à ceux que j'ai déjà quittés, mais que j'ai toujours pensé à l'esprit au moment de l'exode. Voilà, c'est ça. Ce que je pourrais dire à cela. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on aille chez nous, il faut qu'il y ait ce retour un jour, parce que, vous savez, les individus, tous les êtres humains sont des gens de retour. Ça se trouve que les gens qui sont les gens déplacés, c'est-à-dire, ils entretiennent vraiment un très fort attachement au terroir que les gens qui vivent toujours. Ça dépend des histoires des gens, des trajectoires des individus. Quand tu vois par exemple nos amis ou bien les gens de religion judaïque, c'est-à-dire qui ont été
qui ont un attachement important à Israël, alors que, je sais pas, ceux qui sont en Israël même n'ont pas cet attachement-là, ou bien ceux du Liban qui vivent à l'extérieur, mais qui ont vraiment cet attachement au retour au Liban. Donc voilà, c'est des exemples qui parlent. Mais oui, ce sont des exemples. Vous pouvez trouver des exemples qui indiquent, qui expriment le contraire de ce que vous dites. Alain Mink, par exemple, l'un des grands intellectuels français d'origine polonaise, juive, il vit tranquillement sa francité, si j'ose dire, d'une façon harmonieuse, sans pour autant qu'il y ait l'idée de retourner chez lui. Mais chez lui, c'est où? C'est en France. Et donc, ça dépend des histoires des uns et des autres. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut se couper, il faut rejeter l'héritage. Il y a d'autres qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut rester fidèle à son héritage. D'autres encore qui pensent que pour réussir dans la vie, il faut concilier les deux. Concilier les deux. Et c'est ce qui est... Et je pense que la conciliation est beaucoup plus prometteuse que la rupture ou la fidélité absolue. C'est un autre dernier mot. Merci de votre fidélité et on se retrouve à la semaine prochaine. Merci. Merci.